après les deux premiers exposés parce qu'en réalité, moi, j'ai plus grand chose à dire. Si je prends la dernière conclusion, est-ce que le RDPC peut se faire harakiri? La réponse est non. Aucun parti ne se fait harakiri. Donc, c'est certainement pas du côté des replâtrages, de toutes les ruses, depuis 50 ans qu'il faut chercher la solution. Donc, moi, il m'a été demandé justement d'amorcer avec vous le débat ou la réflexion sur quelle alternative, quelle solution alternative. Alors, je me suis dit, bon, est-ce que nous avons tous la même hypothèse ou le même besoin? Moi, mon hypothèse est que si on réfléchit sur l'alternative, ça veut dire qu'on veut que ça change. Ça, c'est une hypothèse. Donc, si on ne l'a pas, ce n'est pas la peine de commencer à réfléchir. On ne peut réfléchir à une alternative que si on veut effectivement que la situation qui est là devant change. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'avec la démobilisation dont il est question, est-ce que nous nous rendons même compte, est-ce que nous avons intégré même ce besoin vraiment qu'il faut que ça change? Alors, je vais juste, bon, j'ai élaboré en 3 temps, revoir juste 2 ou 3 dysfonctionnements du système actuel qui, moi, me parle personnellement et qui parle à Dynamique Citoyenne, parce qu'en réalité, je suis ici pour le compte de Dynamique Citoyenne. Et après ce dysfonctionnement, moi, je vais voir quels sont les enjeux qu'il y a derrière. Parce que si un système maintient tant de dysfonctionnements, ça veut dire qu'il y a des enjeux. Mais s'il y a donc des enjeux, est-ce qu'il n'y a pas des défis aussi que ces véritables enjeux, c'est tout ce cadenassage, quels sont les défis que le cadenassage auquel il confronte justement le système qui utilise ce cadenassage. Et c'est peut-être là que progressivement, on va commencer à voir comment est-ce qu'une solution peut émerger de là. Alors, moi, il y a 3 dysfonctionnements qui, le premier, c'est d'abord que, et ça remonte à l'époque coloniale, je m'excuse, est-ce que nous sommes véritablement, est-ce que nous sommes considérés par les dirigeants comme des citoyens? Je ne sais pas, lorsque on apprend que, bon, il y a un pont à tel endroit, c'est le parti, il y a, etc., c'est le parti, ça veut dire que nous sommes des clients. On n'est pas des citoyens, nous sommes des clients d'une lutte politique. Et le rôle des élites, de ce qu'on appelle les élites, moi, je n'ai jamais très bien su ce que ça veut dire, mais le rôle des élites dans les villages est absolument instrumental, justement, par rapport à cette bêtisation des citoyens qui ne sont pas des citoyens, qui ne sont pas considérés par leurs frères du village qui sont arrivés au grand poste comme des citoyens, parce que la citoyenneté implique automatiquement l'égalité entre les gens. Or, nous sommes dans un système où nous ne sommes pas des citoyens, donc à la limite, on n'est même pas égaux, et lorsque les élites ont parlé, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire. Donc, le monolithisme, la parole unique, a ceci qu'elle a conduit à la parole gelée. Hein? Donc, les gens, la parole est gelée au niveau de ceux qui n'ont pas, ne sont pas des élites, qui ne sont pas dans l'appareil, leur parole est gelée. Donc, ça, c'est d'abord, moi, mon premier dysfonctionnement. Et ça veut dire en réalité que, bon, nous sommes ici, on parle, hein, mais le pouvoir au Cameroun continue à rester un sujet tabou. Je m'excuse. Vous ne pouvez pas, le pouvoir continue à rester un sujet tabou. Si maintenant on veut véritablement descendre dans les choses et poser des questions, vous allez vous apercevoir que on va commencer à se regarder dans la salle pour dire, mais est-ce que vraiment on doit parler de ça? Vous ne pouvez pas avoir des dirigeants dont vous ne connaissez rien sur la fortune. Hier, par exemple, on a publié combien Sarkozy a gagné en 5 ans de pouvoir. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui vous dirigent des années, vous ne savez rien de comment ils vivent, ou quelle est leur fortune, ça va, où ça vient, d'où, etc. Mais je vous dis, le fait que nous ne soyons pas des citoyens, mais des clients d'une lutte politique font que véritablement la question du pouvoir au Cameroun continue à rester un sujet tabou. Mon deuxième dysfonctionnement, c'est que les textes fondamentaux ne sont jamais assurés par l'exécutif. Ça fait partie des ruses et dont M. Onangina a parlé tout à l'heure. Et alors nous voyons les conséquences avec les manipulations constitutionnelles au gré des circonstances, parce que les textes fondamentaux ne sont pas respectés par ceux qui sont payés pour les respecter.
Et le troisième dysfonctionnement, c'est que la séparation des pouvoirs n'existe pas. C'est là, n'est-ce pas, l'exécutif régimente, l'exécutif règle tout. Et alors, ça crée donc cet état monopole, etc., dont les gens ont parlé. Mais il y a des conséquences. La première conséquence, c'est que l'organe chargé des élections est totalement aux ordres du pouvoir exécutif. On connaît l'histoire des recours en justice à chaque élection. En cas de contentieux électoral, ça relève de la pure fiction. C'est juste des mises en scène. C'est vraiment de la pure fiction. L'arsenal juridique des élections, le code électoral par exemple, est éclaté en une multitude de textes qui finissent par le rendre totalement illisible. D'ailleurs, si on fait l'histoire de ces textes-là, on va s'apercevoir que chaque fois qu'il y a une situation qui devient un peu tendue, on sort un texte pour régler ce problème-là.